Bonjour, bienvenue sur netprof.fr. Alors aujourd'hui nous allons voir le contrat de travail. Alors le contrat de travail, c'est un accord qui va engager deux personnes, d'un côté le salarié et de l'autre le patron, l'employeur. Alors la définition officielle, c'est un contrat de travail, c'est un contrat donc, par lequel une personne, le salarié, s'engage à travailler pour le compte et sous la direction d'une autre personne, l'employeur, qui en contrepartie lui verse une rémunération. Alors nous voyons bien que dans cette définition, les obligations sont réciproques. C'est celles qui sont indiquées en rouge. Le salarié va s'engager à travailler et l'employeur va lui verser une rémunération. C'est ce qu'on appelle un contrat synallagmatique. Nous voyons aussi que ce contrat est à titre onéreux, tout simplement parce qu'il va y avoir une rémunération, donc un mouvement financier à ce moment-là. C'est aussi un contrat consensuel, c'est-à-dire qui engage des personnes. On a bien un salarié, un employeur, et apparaît ici, aussi en jaune, l'aspect lien de subordination, tout simplement parce que l'un va s'engager à travailler sous la direction de l'autre. Alors, les parties d'un contrat de travail, les personnes concernées par un contrat de travail, ce sera donc le salarié monsieur X et l'employeur, l'entreprise Y. Alors maintenant, voyons les conditions de validité, c'est-à-dire les conditions de fond pour que ce contrat soit valable. Comme bien souvent dans tous les contrats, il faut que son consentement ou que les consentements soient exempts de vices. Petit rappel, les vices du consentement qui vont entraîner la nullité du contrat sont l'erreur, mettons sur la personne que l'on recrute, le dol, une tromperie que l'on essaye qui va influencer la signature d'une des parties, ou alors directement la violence, c'est-à-dire faire pression physique ou psychologique pour qu'une des personnes signe ce contrat. Autre élément pour que le contrat soit valable, il faut que l'objet et la cause du contrat soient licites. Alors l'objet doit être possible. Possible, c'est-à-dire qu'on ne peut pas faire réaliser un travail qui est irréalisable. Et puis la cause, c'est-à-dire la raison pour laquelle on fait signer ce contrat, elle aussi doit être licite. Si je donne un exemple, on ne peut pas faire signer un contrat de travail de prostitution, par exemple. Là, on est sur un objet et une cause complètement illicite. Et puis, le dernier élément pour les conditions de validité, c'est que les contractants doivent avoir la capacité juridique. C'est-à-dire que ne peut signer un contrat de travail un mineur. Donc là, ce seront les parents, pour les contrats d'apprentissage que nous verrons plus tard, qui vont signer à la place de l'enfant mineur. Même chose pour les gens sous tutelle, ils ne peuvent signer de contrat de travail. Alors maintenant, voyons les différentes obligations. Alors, on va commencer par les obligations de l'employeur. Alors l'employeur, lui, doit déjà fournir le travail convenu dans le contrat de travail. Et il doit aussi fournir les moyens pour exécuter ce travail. Deuxième obligation qui, elle, intéresse plus le salarié, on va dire, c'est que c'est le versement du salaire. Là aussi, le salaire doit être versé à des moments prévus. Un laps de temps s'écoule entre deux salaires doit toujours être à peu près identique. On ne peut pas fixer une date pile sur un contrat de travail, dire voilà, on va vous payer tous les 29 de chaque mois. Mais par contre, on doit tenir compte d'un écart, d'un mois, tous les mois, on va vous payer tous les mois, tous les 15 jours, etc. Et puis, bien entendu, il doit verser le montant convenu au moment de la signature du contrat. De son côté, l'employeur, lui, doit verser les charges sociales aux différentes caisses, à la sécurité sociale, Pôle emploi, les caisses de retraite, etc. Et puis, obligation générale, c'est le respect du droit du travail et des conventions collectives, puisque une entreprise va être liée par sa branche d'activité à des conventions collectives qui peuvent indiquer que les salaires n'étaient peut-être pas automatiquement le SMIC, mais d'autres des salaires un petit peu plus importants liés à l'activité de l'entreprise.
Alors maintenant, voyons les obligations du salarié. Alors, bien entendu, la première obligation du salarié, c'est de fournir le travail convenu. Alors, bien entendu, sur son contrat de travail, ça va être indiqué. Et ce travail doit être fourni correctement et personnellement. Il ne peut pas sous-traiter son contrat de travail. Il doit, deuxième élément important du contrat de travail, accepter le lien de subordination. C'est-à-dire qu'il doit accepter de travailler sous les ordres de monsieur Untel dans l'entreprise. Autre élément important, c'est une notion qu'on retrouve dans beaucoup de contrats, c'est bien utiliser et respecter le matériel. L'employeur va lui confier du matériel pour réaliser du travail, et bien il doit le gérer en bon père de famille, c'est-à-dire y prendre soin. Même chose que pour l'employeur, il doit respecter certaines règles, et ici ça va être le règlement intérieur, au niveau des règles de sécurité, de discipline, etc. Et, élément important en tant que salarié, il doit respecter le secret professionnel et ne pas faire concurrence à l'entreprise. Et là, nous verrons que ça peut être, cet élément peut être pris en compte en cas de rupture du contrat de travail. Alors, sur un contrat de travail peuvent apparaître certaines clauses spécifiques. Nous allons en aborder quelques-unes, dont la plus fréquente est la période d'essai. Alors, à quoi sert cette période d'essai ? Tout simplement, pour l'entreprise, elle va servir à évaluer les compétences du salarié. Et de son côté, lui, le salarié, il va essayer d'apprécier les fonctions qu'on lui confie, son poste de travail, etc. Alors, bien entendu, cette période d'essai doit être indiquée noir sur blanc sur le contrat de travail. Mais elle n'est pas obligatoire, c'est-à-dire qu'un employeur peut recruter une personne sans lui proposer de période d'essai. La durée de cette période d'essai. La loi indique des maximums. Par exemple, pour un ouvrier, ça ne peut pas dépasser 2 mois. Pour un cadre, ça ne peut pas dépasser 4 mois. Toutefois, c'est quand même renouvelable une fois si la convention collective de l'entreprise le prévoit. Alors, bien entendu, la période d'essai va permettre de casser, de rompre ce contrat de travail, puisqu'elle sert à ça. Si on n'est pas satisfait de son essai, on va arrêter l'association entre l'employeur et le salarié. Mais il va bien falloir qu'il y ait un petit délai de prévenance, c'est-à-dire prévenir un petit peu à l'avance l'une des deux parties qui va subir cette rupture de contrat. Un exemple, si le salarié est là depuis moins de 8 jours, en période d'essai, il va devoir prévenir 24 heures avant son départ l'employeur. Alors, voyons maintenant d'autres clauses particulières. Une qui est très répandue, c'est la clause de non-concurrence. Alors ça, c'est une clause très réglementée. Elle intervient bien entendu après la rupture du contrat de travail, et son but, c'est d'interdire une activité professionnelle qui va faire concurrence à l'entreprise. Bien entendu, elle n'est valable que si elle a été inscrite dans le contrat de travail. Ça veut dire qu'au départ, le salarié en connaissait la raison et était au courant. Alors les objectifs de cette clause, il y en a, on va dire, 2. Premièrement, c'est de protéger les intérêts de l'entreprise. Imaginez un salarié dans un commerce il prend des contacts avec un grand nombre de clients et puis après il démissionne et puis il va créer son propre structure qui ressemble beaucoup à la précédente entreprise et il récupère la clientèle. Donc là, on peut avoir un problème de concurrence. Donc il faut protéger les intérêts de l'entreprise. Et puis le deuxième objectif, c'est que cette clause ne doit pas être non plus trop rigide, parce qu'on ne peut pas empêcher un salarié d'exercer son métier. Ça veut dire que cette clause sera limitée dans le temps. Ça ne peut pas être jusqu'à la fin de la carrière du salarié. Dans l'espace, on ne peut pas lui interdire d'aller créer le même type d'entreprise dans un autre département, par exemple. Et nature de l'activité, bien entendu, c'est son métier, il ne sait faire, mettons, que cette activité-là, on ne peut pas lui interdire indéfiniment de travailler dans son métier.
Alors, autre clause que l'on retrouve assez régulièrement, c'est la clause de confidentialité. Donc, comme son nom l'indique, c'est assez simple, le salarié ne doit pas divulguer les informations confidentielles de l'entreprise. Alors, logiquement, elle s'impose à tous les salariés. Elle devrait même être, ce serait une question d'éthique. Un salarié qui travaille dans une entreprise, c'est tout, il ne doit pas divulguer les informations de son entreprise. Et l'on verra ça plus tard, ça peut être une cause de rupture du contrat de travail, une cause de licenciement quand cette clause n'est pas respectée. Autre clause que l'on peut trouver, c'est la clause d'exclusivité. C'est un salarié qui va ne s'engager qu'auprès d'un seul employeur. On la trouverait de temps en temps, mais c'est pas non plus la plus fréquente. Après, on peut trouver la clause de flexibilité, c'est-à-dire que le salarié va s'engager à changer de lieu de travail au long de son contrat de travail. Donc là aussi, il ne pourra pas aller contre puisqu'il aura signé cette clause dans son contrat de travail. Or, il en existe d'autres, comme la clause de dédit de formation, c'est-à-dire que l'entreprise qui s'est engagée à former un salarié va lui demander de rester un certain temps dans l'entreprise pour rentabiliser cette formation. Dans le cas où le salarié partirait avant, on peut l'amener à rembourser toute ou partie de cette formation. Après, on a les clauses de résultat, on voit très bien chez les vendeurs, chez les commerciaux. Alors, nous allons passer, je l'ai mis en rouge, aux clauses qui sont interdites sur les contrats de travail. Je vais en citer deux, c'est-à-dire la clause qu'on appelle l'union shop, c'est-à-dire que l'on vous impose d'adhérer à un syndicat pour faire partie de l'entreprise. Ça, c'est une clause interdite, au même titre qu'on ne peut pas mettre une clause dans le contrat de travail qui prévoit à l'avance le motif de votre licenciement. C'est souvent pour des raisons économiques, on ne peut pas mettre une clause qui indique qu'en cas de problème économique, l'entreprise vous licenciera pour motif économique. Ce sont des clauses interdites. Donc j'en ai fini avec les grandes lignes du contrat de travail. Dans une prochaine leçon, on verra les différents types de contrats de travail et je vous donne rendez-vous donc à cette prochaine leçon. Merci, au revoir.